Le décryptage ce matin d'Eden, auditeur de la 102.3, téléspectateur de Eden Télévision, nomination des responsables des unités de recherche et de formation des universités, bien fondé de l'option prise par le gouvernement avec le docteur Brice Enayon Sow, président de l'ONG Amokinwek, qui est déjà avec nous dans ce studio. Monsieur Enayon, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir quand même accepté répondre à l'exercice. Merci de votre invitation aussi. Et pour animer le débat, je suis avec mon confrère Arnaud Mori-Yagua. Oui, Koné Aïssé. Bonjour, docteur. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. En Conseil des ministres ce mercredi, 30 janvier 2019, le gouvernement a procédé à la nomination des douaniers, vice-douaniers, des facultés, directeurs adjoints d'écoles et instituts de formation supérieure, nomination prononcée de façon provisoire en entendant les réformes du Conseil national de l'éducation, mais une réforme qui s'oppose aux attentes de la communauté des enseignants du supérieur, qui d'ailleurs était en sit-in ce jeudi au ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. Et comment peut-on expliquer cette option prise par le gouvernement? C'est quoi le bien fondé de cette nouvelle stratégie, la nomination désormais des responsables d'établissements dans les universités publiques? C'est là le thème de ce débat avec Enayon Brice Sow, qui est déjà avec nous dans ce studio. Alors avant de commencer, dites-nous, vous avez suivi aussi l'actualité, le sit-in des enseignants du supérieur ce jeudi. D'abord, quelles sont vos réactions par rapport à cette réaction des enseignants? Je pense que le fait que le gouvernement ait accepté recevoir même les universitaires, c'est une démarche démocratique. Nous sommes donc au plein cœur de la démocratie. Et quand vous écoutez la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Odile Atanassor, elle a bien reçu les universitaires qui sont venus faire le sitting et elle a dit quelque chose qui m'a touché positivement et qui m'a marqué positivement. Elle a dit « Nous sommes ensemble et nous allons travailler ensemble ». Donc, il y a une ouverture d'esprit auprès du gouvernement et les universitaires aussi qui sont allés auprès du ministère de l'Enseignement supérieur ouvrent les portes au dialogue et c'est une dynamique aussi importante au sein d'une démocratie. Vous l'avez bien dit, démocratie, mais est-ce qu'avec cette réforme-là, la nomination désormais des responsables des unités de formation, est-ce une démocratie à l'université quand on sait qu'on est passé d'une phase à une autre, une phase d'élection de ces responsables, maintenant de nomination? Est-ce que ce n'est pas un recul démocratique comme le disent les enseignants eux-mêmes? Lorsque vous lisez le document de nomination, par exemple, des enseignants des écoles doctorales, vous allez constater qu'il y a possibilité que dans les mois à venir, lors de la mise en place du Conseil national de l'éducation, il peut y avoir élection ou non. Donc c'est une mesure transitoire. C'est une mesure transitoire. Et actuellement, le gouvernement se retrouve obligé et dans l'urgence de nommer parce que nous sommes en situation de crise. Et en tant que spécialiste des risques et catastrophes, il faut une gestion de crise. Cette mesure transitoire, pour moi, est une mesure de transposition du risque. Alors, est-ce que les enseignants, ce n'est pas légitime la démarche des enseignants alors? La démarche des enseignants, c'est bien légitime. C'est une démarche légitime. On ne peut pas empêcher aux enseignants d'aller dialoguer. On ne peut pas empêcher aux enseignants d'aller dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. De la même manière, on ne peut pas empêcher au gouvernement de sauver les pauvres, de sauver ceux qui sont brimés, de sauver ceux qui sont escroqués dans nos universités et de sauver la démocratie universitaire. Pourquoi vous parlez de pauvres, d'escroqués dans les universités Parce que lorsque vous prenez le Master MID de l'Université d'Amérique d'Aboum et Calabi, j'ai lancé une alerte l'année dernière. Si tu es un fils du pauvre et pour soutenir, tu dois payer 100 000 francs à des enseignants au MIRD avant de soutenir, je pense que le fils du pauvre serait bloqué. C'est une mauvaise gouvernance universitaire. Et si, pour soutenir une thèse ou pour être conduit par un enseignant du supérieur, tu dois, en tant que femme mariée
ou en tant que jeune fille te livrer au CES à des... Alors non, ça c'est de carte d'application que vous connaissez. Docteur, pensez-vous que les nominations pourront changer ce que vous dénoncez? Vous savez, si vous lisez bien les nominations, vous allez constater qu'on n'a pas changé tout le monde. Une grande majorité donc d'entre eux sont là. Ça veut dire que c'est un message fort que le gouvernement est en train de faire passer. Le gouvernement est en train de dire, je ne vous change pas en intégralité, mais sachez que désormais, si à moins d'erreurs, on peut vous limoger. C'est important. Donc, chacun s'engage désormais dans une dynamique de responsabilité. Alors, mais voilà que la démocratie, voilà que la démocratie veut que les gouvernants soient élus par les administrés sur la base d'un programme. Et est-ce que là, il n'y a pas de problème lorsque nous sommes en démocratie et qu'on continue de nommer dans le milieu du savoir? Vous allez me dire qu'il n'y a pas de démocratie au Maroc lorsque nous avons un roi. Allez, moi je suis allé au Maroc récemment, vous allez voir comment le pays est développé. Parfois, cette équation est importante et urgente pour régler des problèmes majeurs. Lorsqu'une minorité s'impose à une majorité et qu'on ait l'opportunité d'avoir un président aussi visionnaire qui veut changer de paradigme et sauver ceux qui sont les plus vulnérables par une masse minoritaire, je pense que c'est une opportunité. C'est encore ça la démocratie. La démocratie, c'est d'abord la masse, l'impact positif sur la masse au sein de la communauté. Alors, quelles sont, selon vous, les raisons qui motivent cette option prise par le gouvernement? Les raisons qui motivent cette option prise par le gouvernement, c'est que l'actuelle démarche que nous appelons, ou l'ancienne démarche que nous appelons procédure, qu'on appelle procédure démocratique au sein donc, de nos universités par les élections, n'a pas pu régler un problème. Puisque je vous ai cité un certain nombre de choses qui se passent. Lequel, par exemple, voilà. La mauvaise gouvernance financière dans nos universités. L'année dernière, comment se fait-il que depuis plusieurs années, on vire les fonds de recherche aux doctorants allocataires du ministère de l'Enseignement supérieur et les étudiants n'ont pas accès à ça, mais c'est les enseignants qui vont en complicité avec ceux dont on tait les noms, retirer l'argent et qu'on vire 100 millions l'année dernière jusqu'à ce jour, les étudiants n'ont pas eu accès à ces fonds-là alors que c'est viré au rectorat et que les mêmes enseignants sont autour. S'il y a une bonne gouvernance universitaire, ces étudiants-là qui sont obligés, les pauvres, moi je dis pauvres parce qu'il y a certains qui ont les moyens, dont les parents ont les moyens pour leur financer la thèse, mais ceux qui n'ont pas les moyens, certains ont dû laisser pour aller au champ. Alors, est-ce que vous avez les preuves de ces virements dont vous parlez en ce moment sur notre plateau? Il y a eu même des commissions, on a eu à lancer des alertes. Et l'inspection générale des finances a été au rectorat. Alors, mauvaise gouvernance financière. Mauvaise gouvernance financière. Et ensuite... dans nos universités. Y a-t-il encore autre... L'injustice universitaire, les faits d'escroquerie récidive, les faits de menaces, même au recrutement. Je prends le cas de l'université de Parakou, où moi, le jour où je dépose, on me dit, quelle que soit l'importance, la compétence de ton dossier, ton excellence au poste, tu ne seras jamais recruté. Ton dossier ne sera même pas présélectionné pour que tu viennes à l'entretien. Si le gouvernement n'était pas là, j'ai eu à faire mon recours. C'est parce que le gouvernement actuel est là qu'après mon recours, le lendemain, le dossier le rejeté a été accepté. Alors que moi, je descends à l'aéroport Trudeau de Montréal, on me donne l'exemption du permis de travail chercheur qu'on ne donne pas à n'importe qui. Alors que pour mon postdoc, je demande 5 jours de visa pour le Canada, on me donne 5 ans. Donc, hors de notre pays, on reconnaît nos compétences. Donc, il y a beaucoup de ces cadres du Bénin-là qui sont excellents. Moi, par exemple, au dernier recrutement, je suis même allé jusqu'à dire qu'on a la possibilité de faire décrocher des centaines de millions de financements pour des étudiants qui, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont besoin de financement pour leur bourse ou pour étudier. Mais on recrute ceux qui n'ont pas la possibilité de négocier du financement. Et chaque fois, ils deviennent un poids pour l'État. Au même moment encore, il y a quelque chose qu'il faut reprocher aux enseignants du supérieur. Ceux qui marchent, moi, je cours les larmes. Parce que beaucoup d'entre eux sont dans leur bureau d'études et dans leur institution internationale, ils vident les cours. Et c'est les pauvres jeunes docteurs qui sont sans salaire, qui sont certains, sont obligés de marcher à pied pour venir à l'université, pour donner cours à leur place sans rien gagner alors qu'ils ont une famille. C'est de l'injustice, ça. Et le gouvernement sera insensible à tout ça. Alors, justement, si nous nous mettons d'accord sur ces raisons, est-ce que ces raisons, aujourd'hui,
justifie le fait qu'on... Est-ce que c'est la démocratisation de l'université? C'est ça qui est le facteur qui déclenche la mondialisation. La mondialisation, c'est partout dans le pays. L'administration béninoise, nous savons que la mondialisation, vous quittez l'université, vous allez n'importe où, vous avez la mondialisation. Même les cadres nommés dans nos ministères, là, les directeurs de projets et autres, il y a toujours mondialisation. Alors, est-ce que la méthode trouvée, l'alternative ou le remède trouvé par le gouvernement, est-ce que la nomination peut régler le problème de la mondialisation financière, académique, les injustices extra-curriculaires que vous soulevez? Oui, à nous. Oui, je voudrais corroborer cette question que vous lui posez en disant comment pensez-vous que cette méthode de nomination pourrait régler ces problèmes que vous évoquez ici? Monsieur le journaliste, avant de vous répondre, je vous repose une question. Je vais vous demander, selon vous, la bonne gouvernance dépend de quoi? Mais dites-nous. Mais répondez-moi. Vous êtes le docteur, c'est nous qui posons les questions. Vous êtes questions. docteur, moi je suis journaliste. C'est vous qui répondez aux questions. Et nous, on pose les questions. Il arrive aussi que je vous pose des questions. Quand je serai dans votre amphi, vous me poserez des questions. La bonne gouvernance dépend des cadres qui gouvernent. La qualité des cadres qui gouvernent. L'honnêteté des cadres qui gouvernent. Vous êtes d'accord avec nous que ce n'est pas la méthode de désignation qui est du responsable de... La méthode de désignation importe peu pour moi. C'est la qualité de ceux qui nous gouvernent. Donc vous reconnaissez que cette formule... Je vais vous dire, n'est pas encore la... Moi, je ne suis pas contre cette formule du gouvernement. N'est pas encore la bonne, parce que même si elle est provisoire. Moi, je ne dis même pas que ce n'est pas encore la bonne. Moi, pour le moment, c'est la bonne pour moi. Actuellement. Parce qu'il faut une période transitoire. Et en quoi, justement... Je vais le dire en fond et vous le transcrire en français. Et donc, que nous, tagbali à nous médias, à nous vivre pour aider, pour nous mon détruire, et nous aider vous nous assemblement. Il faut en fait une période transitoire où ces universitaires subissent les mêmes conséquences, les mêmes atrocités que les étudiants ont subi, pour que désormais, même si on leur donne le choix de se lier entre eux, ils ne vont plus reprendre les mêmes erreurs. Vous voulez dire qu'il faut que les responsables de l'université subissent eux aussi ce qu'ils ont fait subir. Ils soient mis à l'épreuve au moins pendant un moment. Le gouvernement est ouvert au dialogue. Et c'est le gouvernement qui les mettra à l'épreuve. Je pense qu'actuellement, ils doivent savoir que... Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se lever, de faire des marches? Je vais vous dire. C'est parce qu'ils savent que si le gouvernement met sa main dans l'université, on va identifier les enseignants du supérieur qui ne viennent pas donner cours. Et on va les radier de la fonction publique puisqu'il y a une nouvelle loi pour ça. Ils ont peur. Ils ont peur. Puisque comment se fait-il que vous avez votre salaire à la fin du mois? J'en connais. Qui ont ce salaire d'université à la fin du mois, qui sont encore nommés directeurs d'institut à l'université à la fin du mois, qui ne viennent pas donner des cours et qui sont dans des institutions internationales. Donc, au même moment, c'est qu'il faut reconnaître qu'ils ont peur. Parce qu'on va les dénicher. Ceux qui ont le salaire à la fin de chaque mois et qui ne viennent pas donner cours seront dénichés. Or, si on leur laisse cette gouvernance-là, comment le gouvernement pourra identifier ça? Il se protège. On ne pourra pas identifier ceux qui ont détourné de l'argent. Mais justement, le gouvernement n'a pas forcément besoin de nommer un responsable à la tête d'un établissement avant de dénicher qu'il y ait des enseignants qui ne viennent pas au cours et qui préfèrent aller faire des cours à l'étranger ou aller travailler dans des institutions, justement. Vous savez, on a affaire de la mémoire grise. C'est des gens qui ont quand même étudié au moins 7 ans, 8 ans après le bac et qui ont encore fait d'énormes recherches. Vous savez, le gouvernement ne peut pas sanctionner ces genres de personnes-là sans avoir des preuves tangibles. Et lorsque vous êtes en face d'un système qui se protège, on ne peut rien. La période transitoire permettra d'avoir d'énormes informations sur cette mafia universitaire chronique. Alors, nous allons revenir ici sur la déclaration des enseignants lors de ce sitting-là, ce jeudi 31 janvier 2019 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Qu'ils sont convaincus que le gouvernement peut faciliter le dénouement de cette grave crise en acceptant de, petit 1, retirer le décret 2018-441 du 20 septembre 2018. Petit 2, annuler les nominations faites en Conseil des ministres le 30 janvier 2019 et faire reprendre les élections des chefs d'établissement dans toutes les universités nationales du Bénin dans un délai maximum de 2 mois. Pour que le processus de révision des attributions du Conseil national de l'éducation CNE soit plus transparent,
et inclusif en associant en toute sincérité les partenaires sociaux, notamment l'intersyndicale de l'UNB. Les enseignants du supérieur sont prêts à prendre leur part de responsabilité devant l'histoire pour mettre un terme à la crise. Ils rendent par ailleurs le gouvernement seul responsable de toutes les déconvenues qu'engendrerait le mélange entre affaires politiques et affaires académiques dans les universités nationales du Bénin. Nous allons déposer le document au gouvernement qui a pris acte de vos revendications et nous allons y réfléchir. Nous sommes tous ensemble pour bâtir ce pays, pour assurer une formation de qualité à la jeune génération. C'est ça le plus important. Je pense qu'ensemble, nous allons construire ce pays. Je vous remercie. À l'instant, la réaction, la déclaration des enseignants du supérieur suivie de l'extrait, le message du ministre Odile Tanasso. On retient simplement que l'intersyndicale des universités nationales dénonce à travers cette nomination, cette réforme du gouvernement, une violation des libertés académiques qui exige le retrait du décret 2018-441, l'annulation de la nomination faite en Conseil des ministres mercredi dernier, et le retour des élections, et ceci dans un délai d'1 mois. Ah oui. Je vous dis, je vous demande, bon, ce n'est pas une question que je vous pose, est-ce qu'il y avait d'abord une liberté académique? Est-ce que l'ancienne méthode de gouvernance universitaire favorisait une démocratie universitaire? Malgré ce n'est pas que les élections, la démocratie universitaire. La démocratie universitaire, c'est la bonne gouvernance, une gouvernance participative, concertée, responsable, qui tient compte des différents acteurs. L'université, ce n'est pas que les universitaires. Vous voyez? Moi, je dis, ce gouvernement a du cœur. Jamais dans l'histoire de notre pays, personne n'a eu le courage de prendre cette décision-là. Il faut accompagner ce gouvernement qui pense aux pauvres désœuvrés, ceux qui souffrent, ceux qui saignent dans nos universités. Je le dis parce que après avoir suivi l'élément, je retrouve deux groupes d'universitaires. Ceux qui sont réellement conscients de ce que c'est important d'avoir une démocratie à l'université. Vous allez les voir, ils sont vraiment sérieux dans la présentation. Mais au même moment, vous allez retrouver ceux qui sont en train de rire et de ricaner sur l'élément, qui pour moi sont des pagailleurs. On va pas. Je ne vais pas jusque-là. Je ne vais pas jusque-là. On a vu quand même. Bon, je vais utiliser ce mot-là alors qu'il y a certains d'entre eux qui ne sont pas sérieux envers eux-mêmes. Je le dis parce qu'ils savent qu'à l'université, avec l'ancienne méthode, c'est de l'injustice, c'est de tiraillerie, c'est de la mesquinerie et tous les mots les plus négatifs pour brimer le droit. Quand les enseignants parlent d'ingérence dans les affaires académiques et autres, on peut quand même comprendre parce que la crainte ici, et puis nous avons reçu sur ce plateau il y a exactement une semaine M. Isaïe Gandonou de l'intersyndicale et qui l'a justement dit, est-ce qu'avec cette méthode-là, on ne va pas vers une politisation à outrance quand nous savons aussi et que quand c'est des nominations qui interviennent dans nos ministères et autres, parfois, je le dis, parfois on prime sur l'influence ou sur des raisons politiques et non sur les réelles compétences. Ça se passe, et ça, c'est pas propre à ce gouvernement, mais on sait quand même que ça se passe généralement comme ça. Est-ce qu'avec cette méthode-là, on aura effectivement des gens qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce qu'il n'y aura pas cette ingérence politique dans les affaires de l'université, comme ce que dénoncent les enseignants? Avant de vous répondre, je vais vous demander, est-ce que selon vous, des États qui sont gouvernés par des rois, comme par exemple, nous avons la Belgique, on a un royaume. Nous avons, je vais te donner le cas donc, du Maroc. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas la démocratie dans ces pays-là. Parfois, on a besoin de règles strictes pour faire avancer la démocratie.
Mais toujours dans ces pays-là, oui, mais on est d'accord. Il y a quand même de l'élection. On est d'accord, mais le problème que Alors, pose Corneille, c'est la politisation à outrance du milieu universitaire avec les nominations. Pour moi, est-ce que vous ne créez pas cela? Pour moi, c'est déjà un gros mot. Parce qu'il faut d'abord donner la chance au gouvernement, d'accord, de vivre cette expérience-là. Et après, nous allons en parler. Puisque l'ancienne méthode n'a pas marché, il faudra une nouvelle méthode d'abord. On n'a même pas encore commencé. Il faut qu'on commence d'abord. Et vous allez voir s'il n'y a pas un changement de paradigme. Et si l'impact positif est là, c'est bon. Mais l'ancienne méthode qui ne nous a jamais permis d'évoluer, est-ce que nous allons toujours continuer avec ça? Il n'y a pas toujours eu l'élection dans les facultés à l'université. Avant qu'on ne passe aux élections, il y avait une méthode de nomination. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que cette méthode a été déjà expérimentée. Avant, voilà, tout les à résultats fait. escomptés qu'on est passé à la démocratisation. Et puis aujourd'hui, si on retourne. Si cette méthode a été expérimentée, c'est un recul. C'est un recul, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est de gros mots pour moi. Si cette méthode a été expérimentée et qu'après on est revenu à l'élection et que l'élection n'a pas marché, l'État... En quoi l'élection n'a pas marché? En quoi l'élection n'a pas marché? C'est les conséquences de la mauvaise gouvernance universitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, mais lorsqu'il y a un cadre élu à un poste donné qui peut être exercé dans des affaires, est-ce qu'il n'y a pas de... On peut destituer quand même? L'université en l'état actuel est un royaume. Mais l'université n'est pas créée pour la famille des enseignants. L'université est créée pour le grand public. Et le gouvernement est là pour le grand public. Le gouvernement a constaté que jusqu'à ce jour, l'université est pour la famille des universitaires. Ça, l'équation est simple. Moi, je le dis en tout moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, j'ai fait l'université. Je dis l'université. Mon père n'est pas un enseignant, il n'est pas un professeur. Je ne vais pas citer des noms, mais quand les titulaires sont là, tous les enfants seront recrutés. Mais le fils du pauvre, s'il a les compétences mieux que le fils de titulaire ou de je ne sais quoi, c'est le fils de l'enseignant qui est recruté. Au-delà de ça, c'est que pour s'intégrer aujourd'hui même dans des laboratoires, moi je prends mon cas, mais j'ai écrit quand je suis revenu du Canada, de la Belgique et du Canada pour m'intégrer dans certains labos, j'ai écrit, mais personne ne m'a répondu à part le recteur Cessin qui m'a fait intégrer dans son labo et le professeur Amouzouvi qui m'a fait aussi intégrer dans son labo. Je vous dis, mais c'est ça, c'est un secte l'université jusqu'à maintenant. Un secte. Vous allez juste à parler de secte alors que les pays qui nous entourent enviaient cette méthode universitaire d'élection et venaient voir comment ça se passait ici. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas informé, que vous ne le savez pas. Monsieur le journaliste, quels sont les indicateurs pertinents sur lesquels vous basez pour me parler de l'envie? Parce que les autres viennent voir comment nous procédons pour aller aux élections et tout, et ils vont l'expérimenter chez eux. Vous avez des indicateurs chaque année sur un certain nombre d'années? Parce que je vous pose la question, ne faisons pas de l'affirmation sans des chiffres. Si je le dis... Non, mais ça, tout le monde sait que dans la sous-région... Si je le dis, c'est parce que, par exemple, moi, en postdoc à l'Université de Montréal, au laboratoire d'érosion côtière, je vous dis, mon enseignant, le directeur de mon laboratoire, il est enseignant du supérieur. Mais les jours où il n'est pas au cours, il est toujours dans son labo. Ou bien, il doit quand même mentionner qu'il est à tel endroit. Là, on sait qu'on te paie à coups de millions, mais tu respectes tes engagements envers l'État. Mais est-ce que cela se passe jusqu'à ce jour dans nos universités? Il faut un changement de paradigme. Et pour le faire, on ne peut pas continuer à promouvoir la facilité universitaire. On revient maintenant à la méthode, à la procédure. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un coup de force de la part du gouvernement quand on sait que depuis, il y a d'abord l'arrêté du ministre Atanasso du 19 septembre 2018 et qui l'arrêté portant organisation des élections, des recteurs, des doyens et autres. Et justement, le lendemain, au Conseil des ministres, il y a le décret qui a parlé de la suspension des élections et tout. Il y a des démarches des enseignants. Mais malgré tout ça, le gouvernement a pu quand même passer aux nominations. Est-ce que ce n'est pas un passage en force? Ne parlons pas de coup de force. Je peux vous dire que moi, docteur Nayon Brissot, je suis de ceux-là qui lancent des cris de cœur à l'endroit du gouvernement, nous qui n'avons personne. On ne peut pas dire que c'est un coup de force. C'est tout simplement une accélération de réponse à l'endroit de ceux qui n'ont personne. Accélération. Une accélération. Le gouvernement veut répondre en toute urgence, vous voyez, aux préoccupations de la grande masse.
pas de la petite masse. Ce n'est pas un coup de force. C'est une solution à un problème au sein de la société. Parce que les familles, les parents qui sont en face de leurs enfants à l'université, qui sont escroqués, mais je nous en prie, tu vas payer ta contribution, tu vas encore payer, soit même parfois certains sont menacés parce qu'ils doivent donner de l'argent pour passer. Docteur Sow, dites-nous, et quand vous parlez de cette méthode que vous appréciez, comment pensez-vous que ces personnes-là qui sont aujourd'hui nommées pourront quand même faire reculer ou mettre fin à tout ce que vous dénoncez? Vous voyez, tous ceux qui entourent le chef de l'État, c'est des hommes compétents, c'est des hommes brillants, c'est des hommes qui ont un profil donné. Moi, j'observe, comme par exemple le professeur Amozouvi qui est avec la chère ministre Atanassor. Quand je le dis, observez ceux qui sont nommés et ceux qui sont conservés au niveau de nos métiers, ce soit des professeurs titulaires, des gens qui ont de la compétence. Donc, du coup, ils savent qu'au-delà du fait qu'ils ont la compétence et qu'ils sont nommés, c'est qu'ils doivent faire très attention pour répondre aux exigences du poste. Parce qu'ils savent celui qui les a nommés. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'amuse avec tout, mais pas avec ses valeurs. Mais c'est là tout le piège également. Quand on parle de politisation, c'est là tout le piège. Parce que lorsque vous êtes nommé et que vous devez répondre, vous mais pouvez également répondre à d'autres pressions. Je vais vous poser une question. Si vous avez le choix... Vous n'êtes pas en position de nous poser des questions ici aujourd'hui. C'est à nous de nous poser des questions. L'essentiel pour nous, c'est de comprendre. C'est un dialogue. Voilà. Ce n'est pas une question à répondre. Mais je vous demande, si vous avez le choix entre le fait que l'université soit mal gouvernée, les enseignants, le monde universitaire soit brimé par une minorité, et le fait que une minorité élue. Mais je ne suis peut-être pas d'accord avec vous quand vous le dites ainsi, parce que cette minorité élue dont vous parlez, à qui on reproche un certain nombre de choses aujourd'hui, c'est cette minorité-là qui a formé les cadres que nous sommes, que vous êtes également. Cette minorité nous a formés et nous en sommes reconnaissants. Mais il ne faut pas avoir froid aux yeux de dire la vérité. Je vous dis, il ne faut pas avoir froid aux yeux de dire la vérité, parce que moi, j'ai une bourse d'excellence de l'Académie belge. On me dit, docteur Sow, tu prends l'avion, tu vas en Belgique, tu reviens, tu ne seras plus mon assistant. Alors qu'on a été 5000 personnes à compétir et on choisit une dizaine dedans. Mais est-ce que c'est parce que s'il y avait une bonne on vous a traité de cette façon-là qu'aujourd'hui vous êtes... Parce que quand on vous suit, on sent quand même que vous avez beaucoup de récriminations. Moi, je vous assure que c'est une opportunité. Est-ce que c'est pas parce que vous avez vécu peut-être des situations... Non, pas seulement ça. C'est une opportunité que le gouvernement du Bénin accorde à ceux qui n'ont personne. Au sans-voix. Mais il faut profiter de ça. Si on a un chef d'État qui profite de son pouvoir pour donner la voix au sans-voix, mais il faut applaudir. Moi, quand c'est mauvais, je suis de ceux-là qui critiquent. Je critique le gouvernement quand c'est mauvais, mais quand c'est bon, il faut dire. Il faut le dire, je suis sincère. Je ne dirais pas forcément que je suis d'accord avec vous sur tous les plans, mais il m'a été aussi dit, vous êtes assez jeune pour avoir la maîtrise. Ça m'a été dit également à l'université une fois. Moi, on m'a même dit que tu es très jeune pour t'inscrire en thèse. Donc, docteur, si vous le permettez, alors comment appréciez-vous ces personnes-là? J'espère que vous avez lu les noms, ceux qui ont été nommés, doyens, vice-doyens, directeurs d'instituts et tout. Comment vous appréciez ces personnes-là qui ont été nommées à ces postes? Est-ce que vous pensez que c'est des personnes qui méritent ces postes, qui pourront faire le travail et que le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et son équipe ont placé ce qu'il fallait à la place qu'il fallait? Moi, personnellement, la ministre Atanassor, c'est l'une des ministres sur qui moi je compte le plus, même en dormant. Parce que la ministre ne me connaissait pas. Quand j'ai lancé mes alertes, elle m'a toujours reçu. Donc, je nous assure qu'on peut compter. Mais le problème qui est là, ce n'est pas la qualité, je ne sais pas. Ils savent tous que le chef de l'État ne peut pas laisser passer l'injustice. Que tu sois bon ou mauvais, on te conduit vers le bon. Moi, j'ai vu, tout est perfectible. Il y a certains qui sont nommés qui ne sont pas parfaits. Il faut être honnête de le dire. Mais s'ils rentrent dans la dynamique du gouvernement actuel, ils sont obligés de se perfectionner. Donc, le problème n'est pas là. Pour moi, le problème, c'est le changement de paradigme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent savoir qu'il faut faire très attention, sinon, il peut y avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se passer alors? Voilà la position des enseignants.
certainement des mouvements de grève ou autre, la position du gouvernement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'après tout, c'est quand même la frange des étudiants qui... Vous savez, monsieur le journaliste, depuis quand j'étais étudiant, j'ai été un défenseur des droits de l'homme. Je dis, depuis étudiant, je fus un défenseur des droits de l'homme. J'ai été dans l'UNICEF de André Assef. J'ai été le premier vice-président du COJERU quand on a créé l'UNICEF jusqu'en 2008. Donc, on sait ce qu'on appelle donc les marches. On sait ce qu'on... Parce que j'ai été informé qu'il y a des étudiants qui veulent les soutenir. Ce sera certainement des étudiants manipulés. Ils n'ont qu'à faire attention. Parce que les étudiants qui réellement savent qu'ils sont venus pour étudier, ils vont s'écarter. Une proposition au gouvernement, c'est que s'il y a violence, c'est comme au Canada, on écrit même dans les bus. Si tu violentes même un chauffeur, on te radie, on t'enferme, on te menotte. Donc, on peut même faire, comme les professeurs l'ont fait, on peut faire des marches pacifiques, mais jamais aller aux violences. Maintenant, il faut savoir que depuis l'année dernière, nous sommes dans une circonstance où il faut éviter de faire de longues grèves parce que plus de 10 jours, plus de 2 semaines de grève peuvent conduire à des conséquences inimaginables. On peut radier de la fonction publique n'importe quel cas de la fonction publique. Moi, je propose même au gouvernement d'aller identifier ceux-là qui sont en train de faire ces grèves-là, ceux qu'ils ont été dans leur passé, parce qu'il y a beaucoup qui sont devenus des professeurs titulaires en plagiant des mémoires d'étudiants. Alors ça, c'est des accusations graves. Non, ce n'est pas des accusations graves. Moi, j'ai les preuves. Moi, je ne veux pas citer, mais j'ai les preuves. Vous n'avez pas les preuves là. Je dis que j'ai les preuves de ce que je dis. On n'en a pas pour le moment ici, sur le plateau, on ne va pas les susciter. D'accord, mais quand le moment est venu de dire la vérité, monsieur le journaliste, vous avez fait des investigations. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on reproche à la communauté des enseignants et tout, est-ce qu'en dehors de ces réformes de nomination, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour ramener la justice, comme vous le dites, pour éviter les escroqueries et autres, et pour avoir des enseignants qui soient réellement au service en passant, il faut le dire aussi, on a eu des enseignants puisqu'on en fait l'université, qu'on ne voit pas au cours de l'année et qui viennent 2 semaines avant les examens. Et puis ça, on vous fait des cours en 3 ou en 5 jours et vous allez composer. Alors, pour éviter tout cela, selon moi, il faut 3 choses essentielles à faire. Premièrement, vous savez, jusqu'à ce jour, le salaire des enseignants se base sur le grado CAMES qui n'a rien apporté à la richesse dans nos pays. Il faut qu'on augmente le salaire des universitaires sur la base de l'excellence définie sur des principes établis par nos États. Il faut revoir ça, parce que ça va inciter à l'excellence. Puisque tu peux être super bon, si le CAMES te bloque, tu ne vas pas augmenter, tu n'auras pas un salaire augmenté dans ton pays. 2, c'est qu'il faudra, dans les pays comme la Belgique et le Canada, on évalue les enseignants. Les étudiants évaluent les enseignants. Il faut institutionnaliser l'évaluation des universitaires par les étudiants. Les étudiants vont donner de notes aux enseignants. Si possible, il y aura des fiches d'enquête pour évaluer. Et ça va permettre au gouvernement d'avoir des informations sur le profil de chaque enseignant. Ceux qu'il faut diminuer le salaire, il faut diminuer sur la base d'un certain critère. Ceux qu'il faut éjecter pour recruter de dizaines de jeunes docteurs, il faut le faire. Et enfin, c'est qu'il faut institutionnaliser le système de renseignement au niveau de nos universités, par nos États. Si les universités souhaitent la démocratisation, on peut toutefois leur permettre de faire les élections, ok? Mais il y aura un système de renseignement très actif pour que le gouvernement arrive quand même à évaluer ce qui se passe dans nos universités. Moi, je ne suis pas forcément pour le fait qu'on norme ou pas les universitaires. Mais il faudrait que le gouvernement sache que réellement, ce pourquoi on paie les universitaires, on arrive à réaliser. Sinon, ce serait une catastrophe. Mais en dehors de tout ceci, il va falloir également créer les conditions nécessaires aux étudiants, parce que nous avons les normes pléthoriques dans nos amphis et facultés, et tout ça aussi, c'est des problèmes. Mais pour créer les conditions nécessaires aux étudiants, dans des pays qui se respectent, normalement, pour s'inscrire en thèse, il faut avoir un budget. C'est-à-dire, tu es sur un projet. Par exemple, tu ne peux pas t'inscrire au Canada sur une thèse sans avoir un financement.
Vous voyez? Et le financement, c'est les universitaires qui montent des projets. Ne dites pas que c'est l'État. L'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela que l'université doit recruter ceux qui sont compétents, qui savent faire ces choses-là. Mais si on nous envoie tout ça à l'extérieur, on nous a dit tout ça à l'extérieur, on va partir. Donc du coup, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a besoin d'une gouvernance universitaire qui s'autofinance, qui monte des projets pour financer les bourses des étudiants. Il ne faut pas seulement attendre ce que la DBSU va octroyer aux étudiants. Sinon, rien ne va. Par jour, nous avons plus de 10 000 appels à projets que nos universités peuvent monter. Mais s'ils étaient à l'université tout le temps, s'ils se concentrent réellement à la création de la richesse, ils vont monter tellement de projets, les étudiants seront épanouis. Mais quand les étudiants ont leur bourse et que c'est eux qui doivent détourner, c'est désolant. Alors, est-ce qu'avec cette là on peut se retrouver dans le schéma des agents de la santé où il va falloir faire un choix peut-être? Est-ce que la démarche actuelle du gouvernement peut conduire à cela également? Mais le gouvernement est déjà très avancé dans cette démarche-là. D'abord, pour enseigner dans les universités privées alors que tu es public, tu dois avoir l'autorisation d'enseigner à l'université. Le gouvernement, la ministre Atala est déjà très avancée, son équipe sont très avancées dans cette affaire-là. Ensuite, pour avoir une université privée, aujourd'hui, il faut ne pas être à la fonction publique. Dans l'opinion publique, Dr Seou, on entend dire que ces nominations répondent quand même affectaient ces personnes, ces professeurs qui occupaient des postes de responsabilité, qui libéraient la parole. Quelle est votre appréciation? Je suis mal placé pour le répondre. Pourquoi? Mais alors, attendez, docteur Seou, mais vous êtes au Bénin et vous savez qu'à l'université, il y a des professeurs qui sont libres de leur opinion depuis l'avènement de la rupture et qui s'exprimaient. Aujourd'hui, cela n'occupe plus ces postes. Les nominations, cette nomination emporte à balayer tous ces professeurs et on vous demande qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on entend dire dans l'opinion publique, cette appréciation. Est-ce qu'il y a d'autres motivations, raisons inavouées voilà. Je vais vous dire, il y a un doyen par exemple qu'on a changé, on me pose la question de savoir si ce n'est pas à cause de sa position politique. Il faut faire très attention. Il y a plusieurs critères sur lesquels nos politiques se basent. C'est vrai que tu es un opposant, mais il y a aussi d'autres critères. On voit ta manière de... Est-ce que ton bord politique peut influencer ta gouvernance universitaire? Il y a certains, parce qu'ils sont opposants, ils veulent que tous les étudiants soient opposants. Mais le gouvernement ne peut pas permettre à ce que ceux-là soient des postes de responsabilité. Je suis désolé. Mais cela répond à ce qu'on dit. Donc ça veut dire qu'il faut seulement des mouvanciers. C'est ça. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites oui, c'est que ça confirme la crainte des anciens qui parlent de politisation. Je vais vous donner un exemple très simple. Le professeur Amouzoui n'avait pas fait talon lors des campagnes, mais il est nommé par talon. Oui, on sait ça veut dire que le gouvernement ne tient pas compte de ces critères-là. Le professeur Amouzoui... Mais on dit souvent qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Non, mais est-ce que ça, c'est pas c'est la preuve parmi tant d'autres que le gouvernement tient compte de la compétence et non du bord politique. Lui n'avait fait Zissou, mais actuellement, allez voir. Il apporte ses compétences. Il apporte ses compétences. Parce qu'on a identifié que lui, malgré qu'il avait fait Zissou, il peut apporter quelque chose de plus sans imposer sa vision politique à tous les systèmes. Parce que le gouvernement, au fait, actuellement, ils actionnent sur la masse sans tenir compte du bord politique. Et quelle est cette coïncidence qui emporte tous ceux qui libéraient la parole? Non, mais les conséquences sont majeures. Et aussi je dis quelle est cette coïncidence? Une coïncidence qui nous amène à constater que les professeurs et les anciens qui libéraient la parole ont été tous balayés. Je suis un homme de science et je me base sur le principe de la causalité. Il me faut forcément une enquête, me baser sur ce principe pour pouvoir vous donner une réponse. Non, mais écoutez, docteur, il y a des questions que vous esquivez là. En entendant vos recherches, en entendant les hypothèses, les expériences à réaliser, dites-nous quand même, voilà. Vous savez, dans tout système politique, dans le monde, vous êtes des journalistes. Ne me dites pas que le Bénin fera de miracles. Non, ce qui est sûr, nous sommes des êtres humains. Nous avons nos valeurs, nos intégrités. Si moi, je veux fonctionner d'une certaine manière, j'ai mes valeurs, et que je trouve que tu as une certaine affinité, quel que soit ton bord, c'est bon. Mais la liberté d'expression n'est pas la liberté de violence. Il faut le savoir aussi. C'est comme les étudiants qui font les marches
et commence par bloquer, pas tout casser, pas lancer des pierres, le gouvernement ne peut pas permettre ça. Mais on peut vous permettre de faire vos marches pacifiques là, sans agresser quelqu'un. On va brûler les bibliothèques, on va torturer des hommes en armes et autres. Ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Ça, c'est la liberté de violence. Et si moi, j'étais au pouvoir, on te fout en prison, tu fais des années. Alors, aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la communauté des enseignants du supérieur, nous avons vu avec les enseignants de la santé, on a vu avec l'UNAMAB, et puis la méthode, je ne dirais pas forcément la ruse, où le gouvernement à un moment donné a dû faire passage en force et après est revenu sur un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est peut-être pas, voilà, on le fait de façon temporaire et on fait passer des réformes et puis après on retourne à l'autre système? Le chef de l'État et son gouvernement... Ce n'est pas un jeu. Est-ce que ce passage en force... Donc vous l'avez dit, la ruse. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Bon, je ne vais pas dire forcément. Non, le mot ruse, moi, ce n'est pas dans mon dictionnaire. Non, mais ce n'est pas nous qui l'avons utilisé. Non. Ce n'est pas nous. Ruse et rage, ce n'est pas nous qui l'avons utilisé. Droit au but. Point. Et je sais que je compte sur le chef de l'État. Il ira droit au but. Parce qu'il défend la communauté. Il défend la masse, pas un groupe d'individus. Je suis désolé. Ceux-là, vous avez vu Victor Tokpanou. Qui peut imaginer que dans ce pays, lui va se coucher par terre avec sa touche? Non, mais il a fait un sitting. C'est un sitting. Donc, ce n'est pas qu'il s'est levé, il est allé s'asseoir au bord de la voie. C'est un sitting. Vous savez, quand j'ai vu ça, mais vraiment, on se dit, mais je dis la roue tourne, elle tournera toujours. Elle tournera. Est-ce que vous avez quelque chose contre lui? Révélera non, moi, dans les tout prochains jours. D'accord. Je n'ai personne. On souhaite quand même que la communauté des anciens, les anciens du supérieur, et puis le gouvernement et le ministère s'entendent quand même pour éviter à l'université des situations ingérables avec des grèves Il n'y aura même pas de situations ingérables. Merci à vous, Dr Brice Enagnon Sow, président de l'ONG Amokin Wek. C'est tout pour le décryptage. Merci également à vous, Arnaud Mori-Agua, pour ce débat auditeur de la 102.3 téléspectateurs d'Eden Télévision.